Bonsoir à tous. Donc du coup, c'est une première fois pour moi que je fais un meet-up en remote, donc c'est assez cool. Donc comme on vous l'a présenté, moi je vais vous parler ce soir de Kotlin Flow. En fait, c'est une librairie qui permet de gérer des flux asynchrones dans Kotlin. Donc ça sera, comme l'a dit Robin, ça sera un talk technique qui va durer à peu près 25 minutes. Du coup, vu qu'on va passer un petit moment ensemble, je vous propose rapidement de vous dire quelques mots sur moi. Donc, je m'appelle Yannick, je travaille à Ipon Technologies, donc depuis maintenant 3 ans. Je fais notamment du développement full stack et mobile. Et en fait, pour le mobile, je suis spécialisé dans ce qui est Android et notamment du React Native aussi, comme ce que je fais faire actuellement. Donc à côté, j'habite à Nantes et je suis d'origine normande. Donc on pourrait trouver ça bizarre qu'un Normand vienne s'expatrier à Nantes, qui est soi-disant une ville bretonne. Mais clairement, moi j'aime bien Nantes parce que c'est une ville qui bouge pas mal, il y a pas de bar, il y a l'éléphant qui est super joli. Mais clairement, voilà, il y a une pensée que j'aurai tout le temps. Donc désolé pour vous, messieurs, dames, les Bretons et les Bretonnes, c'est que le Mont-Saint-Michel sera toujours normand. Ensuite, je fais du crossfit aussi. Donc c'est un sport qui est assez complet, qui est hyper varié. Donc c'est notamment pour ça que j'adore en faire. Donc j'en fais aussi depuis 3 ans. Et enfin, dernière chose, c'est que je peux parfois m'énerver, notamment quand je fais du développement et que ça marche mal. Il y a plein de petits soucis. Je peux commencer à dire des mots pas très gentils. Et du coup, lié au fait que je suis pas très grand, on m'a dit parfois que je pouvais ressembler un peu à Joe Dalton. Mais voilà, donc c'est quelque chose que j'assume totalement. Donc maintenant, on va commencer à parler de choses sérieuses. Donc pour présenter un petit peu le meet-up sur Kotlin, donc au début, je vais vous présenter d'abord Ipon, qui est mon entreprise. Ensuite, on fera un rappel sur les coroutines et les channels, parce que je pense que c'est pas mal intéressant de revenir dessus pour bien comprendre le principe de Flow. Ensuite, je vous ferai une présentation de ce qu'est Kotlin Flow, et à la fin, on terminera par une démo. En fait, une démo Android où je vous montrerai un exemple d'implémentation de ce que peut avoir Kotlin Flow dans un environnement Android. Tac, hop. Alors, quelques mots déjà sur ce qu'est Ipon. Donc en fait, Ipon, c'est un cabinet de conseil et d'expertise. Donc l'idée, en fait, c'est d'accompagner du coup nos clients sur des projets, de définir leurs besoins et leur proposer des solutions techniques qui vont être les plus pertinentes pour leurs différents projets. Et en fait, le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle un time to market réduit. Et du coup, on a une offre principale qui s'appelle Discovery to Delivery. Donc c'est le fait d'accompagner le client du début à la fin de son projet. Et on travaille dans différents domaines, donc tout ce qui est data, digital, et notamment du coup le mobile aussi. Et comme vous pouvez le voir, on est présent dans pas mal d'endroits dans le monde. Donc on a différentes agences en France. Et du coup récemment, on a ouvert une agence à Marseille. Donc voilà, si jamais vous voulez vous installer pour la beauté de la ville de Marseille, ça peut être pas mal. Par contre, si c'est pour aller supporter l'OM, vu leurs prestations, ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, je vous le déconseille fortement. Alors, chose un peu plus sérieuse maintenant, du coup, on va faire un rappel sur les coroutines. Alors, qu'est-ce que c'est du coup des coroutines? Donc, elles sont fournies par la librairie qui s'appelle Kotlin X Coroutines. Et elles sont arrivées en version stable avec la version 1.3 de Kotlin, donc il y a un peu plus d'1 an, quasiment 1 an et demi. Et sur le principe, une coroutine, c'est ce qu'on appelle un thread allégé. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, il y a une petite démo, comment ça marche. L'un des grands avantages des coroutines par rapport à un thread, c'est qu'une coroutine, on peut la suspendre et la reprendre plus tard. Donc ça, pareil, dans la démo, vous allez peut-être mieux comprendre ça. Il y a un autre avantage des coroutines par rapport aux threads, c'est qu'il y aura une notion de hiérarchie. Donc on pourra totalement définir une coroutine mère, entre guillemets, qui va contenir des coroutines filles. Et si jamais la coroutine mère s'arrête, toutes ces coroutines filles vont s'arrêter aussi. Ça, c'est une chose qui n'est pas du tout possible avec des threads classiques. Et du coup, des coroutines, pour s'échanger des données, elles utilisent ce qu'on appelle un channel. Donc on va y venir juste après. Et en fait, pour terminer sur cette petite présentation sur les coroutines, je fais une petite auto-promo. C'est que j'avais écrit un article il y a maintenant un peu plus de 2 ans, donc c'était dans les débuts des coroutines, donc c'était quand c'était en version alpha ou bêta, où justement, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, ça explique le principe des coroutines avec des petits morceaux de code, vous pouvez voir comment que ça marche.
Tac. Alors, maintenant, un petit schéma qui explique comment s'intègre une coroutine dans un thread. Donc, il faut déjà savoir qu'en fait, une coroutine, quand elle se lance, elle doit se lancer sur un thread. Potentiellement, enfin voilà, du coup, sinon elle peut pas se lancer, tout simplement. Et l'avantage, quand je vous expliquais le principe des suspensions et des reprises, c'est que par exemple, là on voit notre première coroutine, la verte, voilà, elle commence à se lancer, elle se suspend, et pendant ce temps-là, notre thread, qu'est-ce qu'il fait? Il peut commencer à faire démarrer une autre coroutine qui va se suspendre, et du coup on voit le bloc bleu à la fin, comme quoi notre coroutine va reprendre. Et voilà, donc en fait, là, le principe, c'est que c'est du séquentiel, en fait. Donc notre thread va être capable de gérer, de couper, enfin de suspendre et de reprendre des coroutines plus tard. Donc là, pour vous expliquer le principe des coroutines donc, par rapport au thread, là, j'ai un petit bloc de code donc en fait, dans lequel je vais lancer 10 coroutines. Et pour chaque coroutine, on va voir donc le nom de la coroutine plus le nom du thread auquel la coroutine est associée, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, donc là, on voit bien à droite les noms de nos 10 coroutines, donc voilà, auxquelles on a assigné un numéro. Et en fait, à gauche, le main, c'est du coup tout simplement le thread sur lequel la coroutine se sera lancée. Donc là, en fait, on a vu qu'on a 10 threads et pourtant, on a une seule coroutine qui a été lancée. Donc ça, c'est les gros avantages des coroutines, quand je disais du coup que elles peuvent être suspendues et enfin, déjà, un thread peut gérer plusieurs coroutines, les unes après les autres. Et l'autre, donc ça, c'est pour vous expliquer ensuite le principe de suspension et de reprise. Alors, je vais retrouver rapidement. Voilà, c'est ici. Du coup, là, les exemples. Donc ça, c'est un autre exemple pour vous montrer un petit peu. C'est que du coup, la coroutine, on en lance pareil, on lance 10 coroutines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, donc à gauche, on a les noms de threads. Et en fait, on voit que pour 10 coroutines, il y a juste seulement 3 threads qui ont été utilisés. Donc là, par exemple, on voit que le thread qui s'appelle worker1, il a utilisé la coroutine 23, et puis il a pris la coroutine 24. Et en fait, du coup, c'est un énorme avantage, c'est que les coroutines, en fait, elles sont gérées par ce qu'on appelle on verra ça plus tard, mais c'est un dispatcher, donc c'est un répartiteur qui va s'occuper de répartir les coroutines sur différents threads. Mais l'avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs coroutines, mais peu de threads. Et vu que un thread, je pense que vous le savez plus ou moins, mais ça utilise pas mal de ressources mémoire, c'est un énorme avantage de pouvoir lancer plusieurs choses en même temps potentiellement, avec peu de threads. Tac, et du coup, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était celui-ci. Donc, ce qui se passe, donc là, pareil, on va lancer 10 coroutines. On va commencer à lancer notre coroutine et faire un delay. Donc là, ça veut dire que notre coroutine, on va la suspendre, puis la reprendre plus tard. Et pour vous expliquer le principe, justement, qui est assez puissant, je trouve, c'est que là, par exemple, on a donc notre première coroutine qui se lance sur le thread qui s'appelle worker1, donc dans le before delay. Et ce qu'on voit dans le after delay, toujours notre coroutine 1 qui est ici. Ah, on voit peut-être pas ma souris du coup, mais heureusement que c'est souligné. Donc je vais la mettre au milieu de l'écran pour mieux voir. C'est que notre coroutine numéro 1, par exemple, elle est récupérée, elle est reprise dans un autre thread. Donc c'est comme je disais, du coup, il y a le dispatcher qui est capable de répartir comme il faut les coroutines, et ce qui fait qu'en fait, on va utiliser beaucoup moins de ressources mémoire que si on avait utilisé littéralement des threads en fait. Ensuite, je vous montre donc du coup un schéma qui va être un schéma contextuel dans lequel on va pouvoir utiliser une coroutine dans l'environnement Android. Du coup, à gauche, on a du coup l'UIThread. Rapidement, l'UIThread, c'est le thread principal. C'est là où on va avoir toutes les interactions utilisateurs, tous les clics sur des boutons, les animations, etc. L'idée, c'est que là, l'utilisateur pourra faire un swipe to refresh. Donc, le swipe to refresh, c'est exactement le principe que des applications que vous pouvez retrouver dans un environnement enfin par exemple dans Facebook ou Instagram, c'est que vous allez faire un swipe vers le haut et du coup ça va rafraîchir toute votre timeline. Là c'est le même principe, c'est qu'on va lancer une action qui va faire qu'on va lancer une coroutine sur le thread IO. Donc rapidement, le thread IO, ça peut être utilisé pour des appels réseau, pour des accès au disque notamment. C'est des threads qui sont optimisés pour ce genre d'opération. Et la coroutine va s'occuper de récupérer les appels réseau et d'afficher nos données sur l'interface.
Mais du coup, ce qui est super important de comprendre, c'est que tout ça, toute cette opération d'aller récupérer des appels réseau, elle est faite complètement de façon transparente pour l'utilisateur. Lui, en attendant, ça lui bloque pas son interface. Et ça, vraiment, c'est un peu une base d'une application Android pour avoir une application qui soit assez réactive. Ensuite, les channels. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, un channel, c'est ce qui va permettre à plusieurs coroutines d'échanger des données. Un channel a deux fonctions principales, donc il y en a d'autres, mais là, les deux principales, les deux premières fonctions que vous allez voir quand vous commencez à vous intéresser des channels, c'est send et receive. Donc tout simplement, send, c'est pour envoyer de la donnée dans le channel, et receive pour la récupérer. Et avec des channels, on va pouvoir utiliser le pattern qui s'appelle producer, enfin consumer-producer, l'inverse plutôt. C'est que l'idée, c'est qu'on va avoir une coroutine qui va produire de la donnée, l'insérer donc dans notre channel avec le send, et on aura une coroutine qui va consommer la donnée, qu'on va appeler une coroutine consumer, qui va réceptionner la donnée. Donc là, c'est un petit schéma pour vous montrer assez rapidement, pour vous compreniez un petit peu comment que ça marche. Donc tout simplement, voilà, on a notre coroutine 1 à gauche, qui envoie de la donnée dans notre channel, donc ça peut être des entiers, ça peut être n'importe quoi, et notre coroutine à droite qui consomme nos données. Et aussi, du coup, une autre caractéristique des channels, c'est qu'on peut utiliser plusieurs producers et plusieurs receivers à la fois. Donc là, je vais vous montrer deux exemples. Donc un premier exemple d'un channel, donc avec juste un seul producteur et un seul consumer. Donc là, l'idée ici, c'est qu'on va déclarer notre channel. Donc là, par exemple, ça va être un channel d'entier. On va avoir une première coroutine, donc ce qui va produire notre donnée, et ce qui se passe, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va, elle va boucler sur des valeurs entre 1 et 5, et elle va envoyer des carrés de chaque valeur. Donc voilà, on fait le send dans notre channel, et à côté de ça, en même temps, on va lancer une coroutine qui va consommer de données, et qui va du coup réceptionner nos données et les afficher. Donc c'est assez simple, voilà, comme on vous a dit, il y a la coroutine qui se lance sur le thread principal ici dans cet exemple-là, et on a bien d'autres valeurs qui sont consommées ici. Et maintenant, dans l'exemple où on a potentiellement plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs, là on a un exemple où il y a 2 producteurs et 2 consommateurs, par exemple. Donc on a notre channel, toujours le même principe. On a nos 2 premières coroutines qui vont produire de la donnée. Donc la première coroutine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer des données, des entiers entre 1 et 10, enfin de 1 à 10, pardon. Et la deuxième va envoyer des entiers entre 11 et 20. Et à côté de ça, on va avoir 2 coroutines qui vont consommer ces données-là. Et voilà, tout simplement, elles vont consommer les valeurs et les récupérer. Alors, si on lance ça la première fois, voilà, on voit que c'est un petit peu le fouillis. On voit que voilà, déjà les consommateurs consomment les données un peu n'importe comment. Et on voit aussi que nos entiers là, qui ont été envoyés dans le channel sont récupérés aussi de façon assez aléatoire. Donc en fait, ce qui se passe, pourquoi? C'est tout simplement en fait que déjà, nos 2 coroutines ici, elles se sont lancées de façon en même temps, et du coup, elles se lancent de façon concurrente dans le channel. Donc en fait, le principe, il n'y a pas vraiment de règle, c'est que dès qu'elles peuvent, elles vont injecter de la donnée. Et c'est exactement le même principe pour les coroutines qui consomment. Donc là, c'est que du coup, elles vont récupérer des données, mais c'est chacune de leur tour, elles vont essayer de consommer une donnée dès qu'elles le peuvent. Alors, ce qu'on va pouvoir faire déjà, avec un channel, c'est on va pouvoir dire à la deuxième coroutine d'attendre que la première coroutine se soit terminée. Donc ce qu'on va faire, on va faire un join de la première coroutine. Et là, ce qui va se passer, c'est que cette coroutine-là, elle va se suspendre jusqu'à temps que la première coroutine se soit terminée. Donc là, si on relance, voilà, les consommateurs consomment toujours de façon un peu aléatoire, mais ce qu'on remarque déjà, c'est que nos 10 premières valeurs, donc les 10 premières valeurs qui sont émises par le premier producteur, ont été envoyées avant les 10 dernières. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les 2 consommateurs consomment les données dans l'ordre qu'on veut? C'est exactement le même principe. On va dire à la 4e coroutine, tu te suspends pendant que la 3e fait ses premières consommations. Et donc là, voilà, on est tout dans le bon ordre, tous les chiffres sont envoyés dans le bon ordre, et on a bien le premier consommateur qui consomme ces données avant le second. Donc là, voilà pour vous expliquer le principe d'un channel. Et du coup, maintenant, on va arriver un petit peu au cœur du sujet, qui est Kotlin Flow. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, Kotlin Flow, ça se base déjà sur les coroutines. Donc c'est fourni par la librairie qui s'appelle kotlinx.coroutine.flow. Et comme j'ai pu le dire au départ, ça permet de gérer des flux de données de façon asynchrone.
Et si on devait représenter en fait un flow dans l'idée de façon assez simple, on pourra la représenter dans le schéma suivant. Donc on a notre flèche, la flèche du temps, et en fait notre flow, c'est ce qui va émettre séquentiellement des valeurs. Donc là notamment on va émettre un 1, puis un 2, puis un 3, puis un 4. On peut émettre n'importe quoi, on peut émettre n'importe quel type de valeur, mais là pour l'exemple on émet des entiers. Du coup un flow, c'est ce qu'on appelle un flux froid. Pour vous expliquer rapidement le principe, c'est que les données notamment qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, elles ne sont produites que si on appelle le flow. Donc on verra tout à l'heure la différence avec le channel qui lui est un flux chaud. Mais là, ça veut dire que nos données, voilà, elles sont produites dès qu'on appelle le flow. Si on ne déclenche pas la production de données, le flow est juste là. Ces données ne sont pas produites, il ne se passe rien du tout. Et enfin, un flow possède du coup des opérateurs intermédiaires et terminaux. Donc après ça, je pense que vous avez déjà pu voir les opérateurs avant. Donc il y aura notamment tout ce qui est map, filter. En fait, les opérateurs intermédiaires, c'est ils vont pas déclencher de production de données. Et donc tout ce qui est par exemple map, filter, etc., ça va simplement transformer la donnée, mais ça va pas la produire. Et à l'inverse, on aura des flux terminaux, donc qui est collect, par exemple, je vous montrerai ça dans l'exemple. Collect, en fait, ça va produire de la donnée. Littéralement, il y aura collect, il y aura aussi launch in, je vous montrerai ça dans l'application Android. Donc pareil, ces deux terminaux, en fait, déclenchent la donnée. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer déjà comment que ça marche. Alors, voilà comment ça marche, un exemple simple de flow. On a une fonction qui est donc, on va déclarer que c'est un flow d'entiers, et on va du coup, on va définir les valeurs qu'elle émet dans ce qu'on appelle un flow builder. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre des valeurs de 1 à 4 et les émettre. Donc tout simple. Et là, dans notre main, donc dans une coroutine, on va appeler notre flow et utiliser l'opérateur collect. Donc comme je l'ai dit, qui va déclencher la production de données. Et là, si on lance, donc voilà, tout simplement, on a nos valeurs qui sont bien consommées, notre coroutine, notre thread. Et une autre caractéristique en fait d'un flow, c'est qu'on ne le voit pas spécialement, mais la production de données se fait dans la même coroutine, enfin, elle est faite dans la même coroutine que celle qui appelle le flow. Donc là, pour vous montrer, voilà, du coup, on voit nos valeurs qui sont émises, qui sont consommées juste après, et on voit du coup on voit toujours que c'est la même coroutine et le même thread. Donc ça, c'est une des caractéristiques du flow. Par exemple, je vais vous montrer, il y a d'autres types d'utilisation. Tac. Là, par exemple, on aura une liste de chaînes de caractères où on va transformer ça en flow avec une fonction qui s'appelle du coup asFlow. Et l'idée, par exemple, c'est qu'on va pouvoir très bien faire on va pouvoir appliquer des opérateurs dessus. Donc, par exemple, si je fais name flow, on peut faire, par exemple, on pourra faire un filter. Donc là, on va pouvoir dire récupère-moi que ceux dont la taille est égale à 4, par exemple. Tac, 4. Et si je fais du coup un collect de tout ça, on va mettre juste valeur déjà pour un peu la différence. Je sais plus c'était comment l'opérateur. Hop. Merde. Ah, pardon, j'ai oublié le length, c'est vrai. Voilà. Donc du coup là voilà, c'est notre flow d'avant, et là en fait on a récupéré que le jeudi, parce que du coup dans la liste des chaînes de caractères, il y a seulement le jeudi qui a une chaîne de caractères, un nombre de caractères qui est égal à 4. Mais on peut faire du coup tout un tas de manipulations avec les opérateurs, et ça c'est plutôt cool. Du coup, donc il faut savoir que flow, il y a une différence avec les channels. On pourrait penser, c'est général que j'avais fait au départ, c'est de penser que du coup flow remplaçait des channels, et au final non. Il y a quand même pas mal de différences et chacun aura des avantages et des inconvénients selon le type de besoin qu'on aura. Déjà au niveau de la production de la donnée, donc comme je vous l'ai montré, en fait un channel, la donnée elle est produite à l'extérieur du channel, puis on va l'insérer, alors qu'un flow, à l'inverse, la donnée elle est produite à l'intérieur du flow. Ensuite, on aura la gestion des ressources. Du coup, c'est-à-dire qu'un flow, comme je vous ai dit, tant qu'il n'est pas appelé, il n'y a aucune donnée qui est produite. Donc votre flow ne va consommer aucune ressource. Et à l'inverse, un channel, si vous vous souscrivez pas au channel, potentiellement les données peuvent totalement être produites. C'est-à-dire que si on reprend les exemples que je vous ai montrés, on pourra très bien avoir notre coroutine qui produit et qui continue à envoyer de la donnée dans le channel,
alors qu'on n'écoute pas les données derrière, en fait. Du coup, un channel, ça va pas mal se prêter pour tout ce qui est connexion entrante. Par exemple, si vous êtes dans un genre de modèle événementiel où vous devez récupérer la donnée en temps réel, vous ne savez pas spécialement quelle donnée va arriver, ni quand est-ce qu'elle va arriver. Donc vous pouvez passer un channel et du coup, il va être constamment à l'écoute de ce qui peut arriver. Et ça peut être fait aussi pour du calcul distribué. Donc là, par exemple, si on reprend l'exemple que j'avais tout à l'heure avec les 2 producteurs et les 2 consommateurs, on pourra très bien imaginer que nos deux consumers récupèrent la donnée des channels et fassent un traitement dessus. Donc c'est-à-dire que du coup, on divise la donnée en le nombre de coroutines qu'ils consomment, dans l'idée. Et du coup, on en vient à la grande différence entre un channel et un flow. C'est que, comme je vous disais, en fait, un flow, c'est un flux froid. Donc, c'est tant que vous ne l'appelez pas, tant que vous ne déclenchez pas de données, il ne va rien consommer, à l'inverse d'un channel qui est un flux chaud. Donc là, j'ai 2 bons exemples qui arrivent en tête pour la réalité. Sur le principe, un channel, ça va très bien être votre télé, par exemple. Voilà, vous avez votre télé. Donc, votre télé, c'est la coroutine qui consomme la donnée. Et le channel, ça sera les ondes radio qui vont transporter les données de la télé, par exemple, de la télé notamment. Et vous aurez derrière, voilà, il y aura tout ce qui est émission télé, tout ce qui est antenne qui va produire la donnée, qui va envoyer ça dans le channel. Et tout simplement, tout bêtement, si jamais vous éteignez votre télé, et l'émission ne va pas s'arrêter de continuer en fait. À l'inverse, un flow, ça pourrait très bien être votre cafetière dans votre cuisine. Voilà, votre cafetière, elle est là, elle est prête, mais elle n'utilisera aucune ressource, tout pendant que vous n'appuyez pas sur le bouton pour faire du café. C'est exactement le même principe, c'est que tant que voilà, vous appuyez pas sur le bouton, elle ne consomme pas d'électricité, donc elle ne consomme pas de ressources, mais elle est là, elle est instanciée. Donc comme du coup, ça c'est un des grands désavantages de Chanel, même s'il y a pas mal d'autres avantages à côté, encore une fois, ça dépend du besoin, c'est que potentiellement on peut perdre de la donnée. Donc si on reprend l'exemple de la télé, si votre télé vous l'éteignez, vous ne voyez pas votre émission, donc vous ne voyez pas ce qui se passe. Alors du coup, la démo. Donc déjà, avant de vous présenter le code, donc là c'est un schéma qui représente l'architecture de l'application. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais du coup c'est une application qui permet de récupérer des données météorologiques. Donc on va appeler une API qui s'appelle OpenWeatherMap, et du coup ça prend à peu près le modèle, ce qu'on appelle le modèle MVVM, à peu de choses près. Donc à gauche on aura notre view, donc c'est notre activity, c'est ce qui va afficher nos données. Ensuite on aura notre view model, c'est ce qui va faire le lien entre ce qu'on veut afficher et nos données. Et du coup on va voir aussi à droite donc le repository. Donc lui, c'est ce qui va, sa principale fonction, c'est de gérer, en fait, de récupérer la donnée soit de la base de données ou soit de l'API, donc de faire les appels réseau. Et du coup, au niveau de ce qu'on utilise pour chaque brique, donc j'utilise Room du coup pour la gestion de la base de données pour SQLite, et pour les appels réseau, j'utilise du coup Fuel. Et ce qu'on peut voir là, les petits rectangles blancs, en fait, c'est le type sous lequel la donnée va être récupérée. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va récupérer nos données sous forme d'un flow, donc récupérer la base de données. Elle sera aussi sous forme d'un flow quand on va la récupérer dans le view model. Et pour l'afficher, en fait, notre main activity va récupérer la donnée sous forme d'un live data. Donc rapidement, live data, c'est ce qui va permettre de contenir la donnée. Et c'est aussi que ça va écouter le cycle de vie de notre activité. Donc ça va, par exemple, tout simplement, si on fait une rotation de l'écran, il n'y aura pas de souci, on n'aura pas besoin de recharger tout ça, puisque la donnée sera toujours dans le live data, donc on aura juste à les recharger en fait. Et du coup, là, on a un cas d'utilisation un peu plus complexifié par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, on a toujours notre thread à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un swipe vers le haut. On va lancer une coroutine sur le thread IO, et cette coroutine-là va s'occuper de récupérer les données météorologiques. Et ce qu'elle va faire après, c'est qu'elle va insérer les données en base, et on va émettre un statut. Donc le statut, c'est tout simplement loading, success ou error notamment. On va émettre le statut dans un flow. Et du coup, on va afficher notre statut dans l'interface. Et à côté de ça, les données qui vont être dans notre base de données vont être observées. Donc en fait, on va les ramener, on va récupérer par rapport à un flow. Ensuite, elles vont être données au view model, puis au live data.
Et dans le main activity, en fait, on va observer le live data, et en fait, à chaque changement d'état, on va recharger ces données-là. En fait. Donc, ce qui fait qu'on a, on a toujours nos données qui sont tout le temps mises à jour. Alors, normalement, donc rapidement, en fait, pour vous donner un aperçu de... J'espère qu'on voit bien, pas nickel. Pour donner un aperçu de l'application, donc voilà, on a les villes de Nantes et Paris. Si je fais un swipe, ça load nos données, et en fait, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais du coup, ça les intègre en base. Et ce qu'on voit nos données ici, c'est les données qu'on a enregistrées dans la base de données. Alors, pour la partie un peu plus code, donc là, rapidement, pour montrer les différentes briques, on a tout ce qui est API, donc c'est tout ce qui est appel réseau. DB, c'est tout ce qui va gérer du coup la base de données. DI, c'est tout ce qui est injection de dépendance. Repository, c'est ce qui va permettre de faire du coup le lien entre gérer la base de données et les appels réseau. Et la partie UI avec un adapteur, donc qui va gérer différents items de nos données météorologiques. Et le main activity. Et ce qui va pas mal nous intéresser après, ce sera le view model, comme je dis, qui va faire le lien entre les données qu'on va afficher et les données qu'on récupère. Alors, rapidement, pour montrer rapidement le main activity, ici, donc comme je disais, en fait, on va observer nos données. Donc en fait, ça c'est une live data, je vous montrerai tout à l'heure, mais qu'on récupère du view model. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va observer cette live data là, et qu'à chaque changement d'état, on va rafraîchir notre liste d'infos météorologiques. Donc voilà, en fait, on vit la liste, on rajoute nos éléments, enfin, les données sont rafraîchies. Et à côté de ça, on a notre composant là qui fait swipe to refresh. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un composant graphique qui gère justement ce mouvement-là et qui déclenche en fait une action dès qu'on fait le swipe. Et ce swipe va faire dès qu'on récupère cette action-là, on va lancer le rafraîchissement des données. Donc ça va lancer une coroutine, et là en fait on va demander à notre view model de rafraîchir les données et de récupérer le statut. Donc comme je vous disais ici, en fait ça c'est le statut qui est émis par le flow. Donc là tout simplement on l'affiche. Donc c'est assez simple. Et voilà du coup notre view model. Donc on retrouve ici notre live data. Et en fait, ce qu'on voit ici, ça c'est que c'est les données qui arrivent de notre base de données. Donc ils sont récupérés via le repository, comme je vous montrais dans le schéma tout à l'heure. Donc ce qu'on voit, j'espère qu'on le voit bien, c'est que c'est bien un flow. Et ce qui se passe juste après, c'est que on utilise une fonction d'extension qui s'appelle asLiveData. Et en fait, là, on va dire, tu envoies ce flow-là sur un pool de thread IO. Et à côté de ça, notre fonction qui permet de rafraîchir nos données, on va lancer aussi une repository, une coroutine, et en fait, on va appeler notre repository pour rafraîchir nos données. Donc là, je vais zoomer un petit peu parce que c'est pas super. Tac. Et donc là, comme je disais, on a notre flow dans lequel on va émettre le statut, et à côté de ça, on va lancer notre appel réseau pour récupérer nos données météorologiques. Et une fois que c'est bon, donc dans le success, on va insérer nos données en base. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de flow. Mais en fait, si on voulait aller un peu plus loin, et ça, c'est vraiment pas mal, on pourrait carrément on pourrait complètement s'affranchir de live data. Alors, comment on fait? Alors, tout simplement, on va dire, ça maintenant, c'est plus un live data, c'est un flow. Et maintenant, en fait, on va récupérer directement notre flow de notre repository, sans rien faire, sans faire aucune opération dessus. Et dans notre main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'observeur. Et ce qu'on va dire, c'est que, alors, on va faire un lifecycle scope. Et ce qui se passe, en fait, lifecycle scope, c'est le scope de notre activity. C'est qu'on va lancer une coroutine, et si jamais notre coroutine, enfin, si jamais notre activity s'arrête, notre coroutine est annulée directement. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on va récupérer notre view model, on va récupérer notre flow, et on va faire tout le collect derrière. Et en fait, là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est le refresh. Donc là, en fait, on n'utilise même plus de live data, on utilise complètement des flows, où il y a une autre implémentation qui peut être utilisée notamment, c'est qu'on va récupérer notre view model, on va récupérer notre flow, et on va dire, pour chaque élément du flow, on fait le refresh. On fait un petit copier-coller, c'est plus rapide. Et en fait, là, après, on va dire, justement, ça c'était l'exemple justement que je voulais montrer avec le launch-in. Voilà, c'est celui-là.
Donc là, en fait, on va dire, tu lances cette coroutine dans le scope lifecycle, donc dans le scope de notre activité. Donc pour vous montrer rapidement, donc on peut supprimer celle-ci. On va relancer rapidement l'application. Hop, terminate. Voilà, du coup on a toujours nos données qui sont récupérées de la base. Et pour vous montrer que du coup on a bien notre flow qui est constamment écouté, on va aller dans le Database Inspector, qui est un petit utilitaire de Android Studio. Et là par exemple, là c'est une donnée qu'on a récupérée en base. On peut mettre un peu n'importe quoi, tac, et on voit que notre donnée a bien été modifiée. Et si jamais on lance un refresh, voilà. C'est-à-dire que là, on a d'autres données qui sont récupérées de notre API et qui viennent écraser notre base, en fait. Enfin, écraser les données de la base, pardon. Donc voilà pour ce qui est de l'application Android. Donc c'est plutôt assez puissant comme façon d'implémenter, je trouve. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, la prise en main est, je trouve, pas trop difficile. C'est assez simple à comprendre. Si on a des bonnes notions de c'est déjà ce qu'est les coroutines, avec les channels aussi, la prise en main est assez rapide. Donc comme j'ai dit, ça se base sur les coroutines, donc on a tous les avantages des coroutines, tout simplement. Du coup, il y a aussi l'avantage, c'est qu'il y a des compatibilités avec Room. Donc comme on l'a vu, en fait, on peut récupérer nos données, les données de Room, on peut les récupérer sous forme d'un flow. On peut les récupérer, il y a aussi du coup la fonction extension, la as-live-data. Et il y a aussi ce que j'ai pu voir assez récemment, qui a une compatibilité avec Paging 3. Donc si je ne me trompe pas, qui est encore en alpha ou en bêta, qui permet de faire la pagination. Du coup, il y aura une compatibilité aussi avec ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, il ne faut pas voir Flow comme un concurrent à Channel. Il faut voir ça plutôt ça répond à des besoins différents. En fait, dans l'idée, Flow, c'est une façon un peu plus simple de gérer des flux de données. Mais en fait, Channel garde tout leur intérêt dans certains cas, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Martin au début, il y a des nouveautés du coup avec les dernières versions de Kotlin. Alors, j'ai regardé assez rapidement, mais le principe de Shared Flow, si je ne me trompe pas, c'est qu'on va pouvoir faire du broadcast, donc on pourra pouvoir collecter une même donnée à plusieurs endroits différents. Et State Flow, alors le principe, c'est que on aura une seule donnée qui va être émise et si on a notre flow à un endroit et qu'on le collecte à différents endroits, si on le change, ce flow, ce changement de valeur sera répercuté à tous les endroits où ce sera émis, en fait, dans l'idée. Donc c'est plutôt pas mal, ça promet je trouve un beau futur pour Flow, du coup. Voilà, donc j'ai terminé, du coup. Bon, je suis désolé, j'ai un peu la voix qui est assez enrouée à la fin. Déjà, merci à tous, merci à vous de m'avoir écouté. C'est plutôt cool de faire ça en remote. Merci du coup aussi à l'équipe du Frog pour tout ce qui est l'organisation. Merci aussi au Pôle Mobilité IPON, donc devant qui j'ai fait un premier talk à blanc qui m'ont fait pas mal de retours. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, merci à vous et puis merci à tous. Alors, on va partir sur les questions. Peut-être. Tu m'entends, Yannick? Ouais. Ok. Alors, là, ça va être déjà plus technique comme question. Pourquoi devoir faire un repeat sur le consumer? Tu les vois peut-être les questions? Ouais, c'est bon, je les vois. Okay. Alors du coup, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, le problème qu'il y a avec send et receive, c'est qu'en fait, c'est des valeurs, c'est des fonctions qui sont bloquantes. Alors, je vais essayer de leur montrer. Tac. Ce qui se passe ici, c'est quand on fait le send, la fonction elle va être bloquée. Alors, pardon. Enfin, surtout le receive, du coup, là, en fait, la fonction va être bloquée. Et en fait, ce qui fait que tant qu'on ne va pas la recevoir, et la coroutine va être bloquée, on ne pourra rien faire après. Du coup, l'intérêt, c'est d'avoir des repeats. Alors après, je ne sais plus il y a quelles autres données. Il y a d'autres fonctions qui permettent de ne pas bloquer. Notamment send, en fait, il y a une fonction qui s'appelle offer, donc qui bloque pas la coroutine émettrice. Mais alors pour la réception, clairement, je sais pas, je me rappelle plus du tout. Donc si jamais quelqu'un a l'information, ça peut être pas mal, je pense. On pourra échanger après pour compléter.
Alors, intérêt des coroutines des coroutines Flow face à Loom et Fiber. Fiber. Et ça, je ne sais pas du tout. Bon, voilà. Voilà. Bon, on en discutera après, du coup. Voilà, ouais. Est-ce qu'un flow se close tout seul? Sinon, comment on fait pour arrêter un flow? Ah oui, du coup, j'ai oublié de dire. Donc, alors oui, un flow se close tout seul dès qu'en fait toutes ces données ont été émises et s'arrête directement. Au contraire d'un channel, en fait, ou un channel, on va devoir faire un close à la main. Un flow, voilà, si je reprends le principe de la cafetière, la cafetière, dès qu'elle n'a plus de café, tout simplement, elle s'arrête. Le flow, ce sera pareil, du coup. D'accord. Quels sont les cas pratiques où les channels et flows sont utiles? Tu en as déjà présenté quelques-uns, ouais. Peut-être que, je sais pas, tu as d'autres... Comme je disais, alors ça pourrait être, je pense, channel, par exemple. Là, comme ça pourrait très bien être, je sais pas, un agenda, ou alors là où vous branchez à d'autres agendas, enfin sur le même principe que les agendas Google, où en fait vous voulez que vos données soient tout le temps synchronisées. Donc là, Channel va bien se prêter pour ça. Flow, voilà, le cas pratique, je vous l'ai montré du coup avec l'application, notamment. Après, je pense qu'il y en a pas mal d'autres. Après, voilà, je pense que j'ai pas encore beaucoup d'expérience, je pense, pour totalement répondre à ça. Quoi. Ouais. Flux froid, c'est comme by lazy pour une variable. Alors, je sais plus. Je mets pas ça. Ça me semble bizarre, mais. Ça, je sais plus, ouais. Ouais. Bon, on en discute après. Ouais, les questions sont techniques et peut-être que les gens ont une idée particulière. Ouais, pas entendu que ouais. Ça leur fait penser à quelque chose en particulier. Et du coup, on pose la question et c'est très bien, mais on ne sait pas forcément exactement répondre. Peut-être qu'il y aura plus de détails sur la question après dans des échanges sur Remo, et ça pourrait être sympa. Pourra-t-on avoir le code source de CityWeather? Pour savoir qui est-ce qui a posé la question. Alors oui, du coup, j'ai oublié de le dire, info très importante. Je vais passer, du coup, ce cas, c'est sur un GitHub, c'est sur mon GitHub perso. Donc, je vais vous envoyer le lien directement sur le Twitch. Et du coup aussi, info importante, c'est que donc là, je suis en train d'écrire un article, donc qui est en fin de relecture, donc ce qui sera bientôt publié, ou qui reprend un peu à l'écrit principalement tout ce que j'ai pu voir, même ce qui reprend aussi tous les principes de l'asynchrone. Donc c'est pas mal axé sur Android, donc ça reprend plus ou moins tout ce qui est fait dans le talk et de façon un peu plus complète en fait. Ok. Aurais-tu des articles pour débuter sur Flow? Alors pareil, du coup il y en aura dans l'article. Moi j'ai des favoris, donc après il n'y aura pas de souci, ouais, si jamais vraiment vous voulez en avoir. Les données, vu que maintenant ça fait un petit moment que c'est sorti, les articles commencent à pas mal fleurir à droite à gauche. Ok. Et est-ce que Flow remplace coroutine? Ah oui, non. Mais vas-y, réponds. Parce que on peut très bien avoir une coroutine qui n'émet pas de données, qui fait juste de l'asynchrone sans émettre de données en fait. Ouais, un Flow c'est plus spécifique en fait, un cas d'usage. C'est ça, ouais. Ok. Et voilà.